Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons d'abord en kiosque pour voir tel que traité ce matin par les journaux parus en kiosque. On démarre donc par le quotidien La Nouvelle Expression qui parle de droits humains, rapport inquiétant sur le Cameroun. Le rapport de 44 pages vient d'être produit par des volontaires dont certains sont membres de Stand Up for Cameroun, des membres des organisations de la société civile des droits de l'homme, travaillant au Cameroun, des avocats spécialisés en droits de l'homme. Le document se concentre sur les violations survenues dans la sécuritaire dans le pays, notamment la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest, puis le conflit de Boko Haram. La crise anglophone a déjà engendré plus de 4000 personnes tuées, précise donc ce rapport. Le journal parle du CHAN 2020. Le Maroc plus fort, les Lions de l'Atlas ont vaincu les Lions indoptables du Cameroun, 4-0. Affaire Fikafoul, le pompier après le feu. Les autorités administratives et judiciaires n'ont pas pu empêcher la tenue de la réunion dissidente, mais cependant, ils indiquent que la session, la réunion extraordinaire, l'Assemblée générale extraordinaire du comité de la FECAFO ne devrait pas se tenir et le ministre de l'administration territoriale a d'ailleurs les 10 gouverneurs de région ont interdit toute réunion sur leur territoire de commandement. Le quotidien Le Jour met en sa une accident de camp, enquête sur le carburant de la mort. Les chiffres ont évolué près d'une semaine après la survenue de cette hécatombe ayant endeuillé de nombreuses familles, causé de nombreux blessés, sans négliger les dégâts matériels, écrit le journal. Le financier d'Afrique parle d'Afrique centrale, hausse de prix des produits de base en 2021 selon la BIAB. Le quotidien de l'économie qui parle d'entreprises, comment Eneo a structuré la levée de fonds de 100 milliards de francs CFA. 8 banques locales ont été prises à contribution pour réaliser cet objectif. Même titre en une du quotidien Émergence, électricité 100 milliards de francs CFA pour l'amélioration de la qualité du service. La levée de fonds a eu lieu hier à Yaoundé en présence du ministre, sous la présidence du ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Eloulou Soba. Le quotidien Mutation parle de CHAN 2020, le Maroc un roc. Les Lions de l'Atlas ont été un véritable roc difficile à briser pour les Lions indoptables du Cameroun. Victoire sans appel de 4-0. Et le journal parle aussi le journal Le Messager parle pour sa part de la crise anglophone. Qu'espérer de la visite de Pietro Parolin au Cameroun, les non-dits du séjour en terre camerounaise, du secrétaire d'État du Vatican, favorable à travailler pour le retour à la paix dans le Nozo. Le journal parle aussi de l'insécurité routière. Le gouvernement à pied d'œuvre, CHAN 2020, les Lions apprennent la désillusion, 4-0. Le score était un peu plus lourd. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Le Messager. Le journal Politics Hebdo de Guy Harvey Fongan qui sera présent sur ce plateau. Le journal parle de l'appel du peuple, le Fosso Kudjo, futur médiateur national. Avec la création de la haute autorité morale constituée des médiateurs nationaux, le Fosso Kudjo est identifié unanimement comme une personnalité remplissant les critères pour être un des médiateurs nationaux. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, le peuple étouffe et demande le changement et est prêt à soutenir toute initiative crédible. Ceux qui professent le changement sont appauvris et divisés. Le niveau de conscience politique des populations est relativement bas, ce qui le met à la portée des sirènes du repli identitaire, écrit donc le journal de Guy Hervé Fongan que nous accueillons sur ce plateau. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour Jean-Paul et bonjour aux nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent la revue qualitative, disons avec emphase, qui paraissent au Cameroun. C'est vrai qu'on se lève avec le sommeil un peu lourd, le réveil un peu lourd ce matin avec la défaite des Lions. Mais maintenant on est obligé de revenir à l'essentiel, au sujet qui intéresse le quotidien des Camerounais, leur qualité de vie. Et je m'en vais emballer rapidement avec l'actualité qui m'a marqué pour dire que moi, ce qui m'a marqué cette semaine comme actualité, c'est la sortie du C3. Le C3, c'est le cadre citoyen de concertation que nous avons suivi ce week-end à Baba-Mindiou, qui allait rencontrer le très mythique et charismatique Sa Majesté Soko Kudjo. La presse n'en a pas beaucoup parlé, bon, peut-être parce que c'est une information exclusive que très peu ont suivi. Donc on a été aux côtés du C3 ce week-end à Baba-Mindiou et le C3 c'est une association qui regroupe en son sein une vingtaine de partis politiques et une trentaine d'associations et qui comme beaucoup d'autres Camerounais, s'attellent à trouver les issues de sortie de crise, de vivre ensemble. Des questions d'approcher
le roi, Sa Majesté Fosokudjo. Voilà, il faut dire ça. Il préfère qu'on appelle Fosokudjo pour qu'il joue sa partition dans le retour à la paix. Aujourd'hui, on a du mal à trouver des gens qui peuvent fédérer les autres autour d'eux. Et à côté de la création d'une haute autorité morale, il est question d'identifier des véritables médiateurs qui pourront fédérer les Camerounais pour qu'on puisse s'asseoir et se parler au-delà de Cardinal Toumi. Donc il n'y a pas beaucoup de Camerounais comme ça qui peuvent fédérer les gens autour d'eux. C'est dans cette optique que le C3 est allé à la rencontre que nous avons accompagné tout ce week-end à Bamindou, approcher le faux pour entendre sa version des faits, en discuter. Et on est très heureux de savoir qu'il n'est pas resté insensible, parce qu'aujourd'hui, notre vivre ensemble est sérieusement entamé. Il n'a pas été insensible à cette démarche-là, cet appel du peuple là, qui voudrait qu'il s'implique davantage dans la recherche du consensus et dans la recherche de l'alcalmie et de la paix. Donc on a voulu mettre ça en avant pour que les Camerounais sachent que, contrairement au discours clivant et ce qui a souvent été entendu, il y en a qui œuvrent en sourdine pour que la paix revienne. Pour que la paix revienne au Cameroun. Camille et les bonjours est venu à la revue des grandes unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Jean-Paul Chenet, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs, nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision, et en particulier quelqu'un qui me fait toujours le reproche de ne pas lui dire bonjour, M. Mbembe Bière Abertois, qui est un accro de la revue des grandes unes. Bonjour M. Mbembe. Le fait qui m'a marqué cette semaine, moi, c'est l'explosion de Bepanda, où deux jeunes terroristes étaient en train de concocter une bombe pour aller la balancer, on ne sait trop où. Si c'est dans le quartier Bepanda, si c'est dans un marché, si c'est dans le stade. Malheureusement, Dieu était contre eux. Et ils ont échoué dans leur formule et leur propre bombe leur a pété au visage. Deux jeunes garçons très beaux, très élégants, on a vu leurs photos par la suite et dont on a vu les images sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui sont plus proches de ce genre de situation où on voit l'un des deux d'ailleurs qui a eu le temps de mourir quelques heures plus tard, brûlé au 3e degré. On a vu comment la peau était complètement partie, comment ils étaient complètement brûlés. Or, le sort qu'ils étaient en train de réserver à des innocents, peut-être à des enfants, c'est retourné contre eux. C'est ça qui m'a marqué. Et moi, je me dis tout simplement que c'est peut-être un avertissement pour tous les autres qui se préparent, qui sont en train d'investir les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, pour aller balancer des bombes pour tuer d'autres. Mais que ces personnes-là se disent, osent seulement imaginer que ça peut se retourner contre eux et que ce qui vient d'arriver à leurs infortunés collègues peut se retourner contre eux. Guy Hervé Fongan, vous avez évoqué cette initiative. À votre avis, vous pensez qu'elle va prospérer ? Elle devrait prospérer. Je veux dire que c'est normal. Il n'y a pas de raison qu'elle ne prospère pas, parce que je suis souvent de ceux qui pensent que la violence est la force des faibles. Ça fait 3 ans qu'on essaie de trouver des solutions à cette sortie de crise. Tout porte à croire qu'on n'est pas encore vraiment sorti de l'auberge et il est de bon ton que toutes les énergies qui sont susceptibles d'apporter des solutions soient mises à contribution et puissent aider les populations à sortir de cette crise qui menace sérieusement notre vivre ensemble. On croyait que les choses s'étaient calmées, mais on voit que depuis quelque temps, il y a des attaques qui reviennent. On est en train de sortir progressivement du champ. Un attentat du côté de Limbe a été démantelé il y a quelque temps. Le doyen, dans son propos liminaire, a fait allusion à des jeunes qu'on a identifiés ici à Douala qui s'amusaient avec la fabrication des bombes et tout ça. Ça veut dire que quelque part, il y a encore des relents, il y a encore des poches de tension qu'il faut étouffer. Et il y a des poches de tension qu'il faut étouffer. Il faut être capable de régler ça d'une autre manière que d'utiliser la force. Vous savez, il y a l'ascendant que les kamikazes ont sur les Américains, par exemple, c'est que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, quel que soit le type de menace que vous utilisez, il ne reculera devant rien. Tout à fait. Parce qu'il a l'impression qu'il accomplit. Même s'il faut laisser sa peau. Voilà, il a l'impression qu'il accomplit un geste hautement salutaire à la limite du divin. Et donc, quel que soit le type de menace qu'on profère, très souvent ce type de personne croit qu'il est en train de bien faire. Et face à ce type de personne, le langage de la force, à mon sens, n'est plus très utile. Il faut pouvoir être capable d'utiliser et d'actionner d'autres leviers. Et donc, elle devrait prospérer cette initiative parce qu'il y a très peu
de chefs traditionnels dans ce pays qui ont l'histoire et le vécu de ce que le Jean Ramon du haut de ses 86 ans, je crois, 86 ans, et de son passé comme militant, etc. Il y a très peu de chefs qui ont son histoire, et ce serait bien que ceux-là qui sont les mémoires vivantes. D'ailleurs, je l'ai appelé un des... qui est, à mon sens, le dernier grand patriote nationaliste qui est encore vivant. Il serait bien qu'on tire encore des choses de lui pendant qu'il est encore là. Et vous savez, après le décès de Wongli Masaga, il est quasiment le seul qui reste encore vivant. Je pense qu'il y a encore des choses à donner, à apporter pour nous aider à sortir de ce chemin qui est assez assombrer notre vivre ensemble. Donc il n'a pas été insensible à cette rencontre-là. Nous y étions et nous faisons croire que d'autres énergies positives vont se fédérer autour de cette initiative-là pour qu'on ait de vrais médiateurs qui pourront parler d'une seule voix et que on sorte définitivement de cette crise qui a suffisamment duré et qui nous a paralysés. Camille, il est juste un mois, il y a cette une du quotidien La Nouvelle Expression qui parle de droits humains, rapport inquiétant sur le Cameroun. On présente quand même un certain nombre de chiffres, on parle de plus de 4000 personnes déjà perdues dans cette crise anglophone, civiles et hommes en tenue compris. Est-ce qu'une initiative comme celle-là, Camille, l'heure n'est pas grave pour qu'on la mette sur pied pour essayer de juguler ce qui se passe dans les deux régions anglophones? Aucune initiative ne sera jamais de trop dans la recherche des solutions. Mais vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une situation confuse. Le Cameroun n'est plus dans une situation de sécessionnistes d'un côté et de militaires de l'autre. Nous nous retrouvons face à une situation de bandes désorganisées, autonomes, chacune agissant pour son propre compte, dans une démarche criminelle, tuant à gauche, assassinant par là, kidnappant par là. Il est de plus en plus difficile. C'est tout simplement parce que... Ça pourrait compliquer la tâche. Non, la tâche est devenue compliquée déjà depuis très longtemps. Parce que quand les gens parlent de deux partis, il n'y a pas deux partis sur le terrain. C'est ce que les gens... Tu as des gens qui pensent encore à cela. Moi, j'ai l'impression que ces personnes rêvent ou ne réalisent pas la réalité. Parce que ces gars qui ont perdu leur vie à Guépana hier et qui étaient venus tuer d'autres personnes, ces personnes-là, vous pensez que ces personnes-là... C'est des radicalisés. C'est des radicalisés. Et contrairement à ce que Guy avait dit, que non, une personne qui est un terroriste, c'est une personne qui est prête à mourir. Non, les radicaux, c'est les gens même qui viennent mourir. Et tuer les autres en mourant avec eux. Alors, avec ces gens-là, il n'y a pas d'engagé d'entendre aucun langage. Alors qu'il y a d'autres manières de se faire entendre. Le seul langage qui puisse être valable pour eux, c'est leur éradication. Parce que eux, ils viennent éradiquer les autres. Ils ont sacrifié leur vie. Ils viennent tuer les autres et mourir même. Donc moi je pense que là où on est aujourd'hui, je pense que la solution qui est choisie par l'État jusqu'à présent et qui est porteuse, parce que quoi qu'on dise, la situation a baissé, la température. À savoir qu'avec une pareille idéologie, on ne peut pas, discuter. Il sera difficile de discuter. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe dans toutes les autres guerres civiles en Afrique, que ce soit en Casamance, que ce soit en Centrafrique, que ce soit en Somalie. Vous avez encore vu ce qui s'est passé avec les Chebabs, ce qu'ils ont fait le jour. C'est très très difficile parce que quand vous n'avez pas face à vous des gens qui disent, comme en Casamance, par contre, nous représentons tel et nous voulons ceci, nous faisons ceci. En Casamance, il y a même eu des tenues de dialogue, mais ça dure depuis plus de 30 ans. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'initiative prise à Bamenjo par des gens qui sont allés se regrouper autour du chef Sokoudjou, c'est pas une mauvaise chose. Des gens peuvent toujours s'asseoir et se dire qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller. Mais seulement de là à ce que Guy Fongan nous parle de l'appel du peuple et nous dise que nous présente le chef Sokoudjou comme le futur médiateur, c'est-à-dire que non. Je pense qu'un futur médiateur, c'est pas dans cette optique qu'il faut présenter chef Sokoudjou. Au contraire, en le présentant comme un futur médiateur, immédiatement on le diabolise. On dit ah bon, c'est donc comme ça. Vous voulez en faire un médiateur. Ok, médiatiser alors, médiater. Donc moi je pense qu'il fallait plus de concertation. Il y a une approche beaucoup plus souple. Vous aurez suggéré de lire l'article. Non, je l'ai déjà lu. Vous aurez fait cette suggestion. Vous ne l'auriez pas dit si vous avez lu l'article. Le titre lui tout seul, l'appel du peuple, for Sokoudjou, futur médiateur. Est-ce que c'est l'article futur, c'est vous qui en faites le futur médiateur, ou bien vous souhaitez qu'il soit le futur médiateur, ou bien il est présenté? Nous ne faisons pas de débat. Moi je dis que l'initiative prise dans sa chefferie est une initiative louable. Dans la mesure, aucune
initiatives pour apporter la paix. Mais à rejeter lorsqu'on est en situation de crise. On est dans la situation dans laquelle, même pas on n'est pas en situation de crise, on est en situation de multicrise. Parce que les gens citent le sud-est et le nord-ouest. Les gens oublient qu'il y a aussi l'extrême nord. Il y a les gens aussi qui l'est et Centrafrique. Il y a même la Damawa qui subit quelques assauts de kidnappeurs de bandes armées. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une seule crise, c'est des multicrises. Et moi, je pense que celle pour laquelle les gens se sont revenus à Bamendjou, c'est quelque chose à explorer, c'est important. Mais il ne faudrait pas que ce soit uniquement quelque chose de politique, c'est quelque chose de social, c'est quelque chose c'est important. Donc c'est pour ça que moi je suis en train de dire que, maintenant, par rapport au titre de la nouvelle expression, avec ces rapports des droits humains qui sont toujours de plus en plus catastrophistes, de plus en plus alarmants, on sait très bien qu'il y a des morts au Cameroun, mais qui tue? Qui a pris des armes pour tuer? Qui a pris des armes pour tuer des enfants? Pour tuer des sous-préfets? Alors moi je dis qui tue, parce qu'il ne faudrait pas que ces organisations de droits de l'homme soient seulement pour l'accuser ou pour démontrer que les gens meurent au Cameroun. Oui, mais les gens meurent, mais qui tue les gens? Et comment est-ce que ces gens sont tués? Et pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une répression? Parce qu'en réalité, c'est cette vérité-là qui est importante. Et cette réalité qu'il faut présenter même aux populations. Regardez avec ce qui s'est passé à Bipanda, il y a une sorte de prise de conscience extraordinaire à Bipanda. À Bipanda, maintenant, quand vous arrivez, on commence à vous humer pour savoir que dit dans le titre qui marche avec un sac. On commence, depuis cette histoire-là, quand vous arrivez là-bas avec un sac, on vous fouille. Les gens ont pris conscience que ça peut nous arriver d'ailleurs miné hier à tout moment. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun est dans une situation telle que c'est chacun. Et c'est pour ça que dans le discours du plénipotentiaire du pape, qui dit que nous sommes tous responsables de la paix. Nous devons tous rechercher la paix. Personne n'est exclu, personne n'est à exclure. Chacun doit apporter. Parce que n'importe qui aurait pu mourir dans ce qui devait arriver à Bipanda. Voilà. Donc, on sort donc de ce sujet, on n'a pas assez de temps. Gervais Fongan, comment avez-vous apprécié après l'hécatombe de Tchang? On a vu un balai de ministres, chacun, j'ai envie de dire, chacun allait faire son one-man show. On dit qu'on allait s'incliner sur le lieu de l'accident en mémoire des disparus. Est-ce que c'était pas simple? Vous ne voyez pas ça comme un simple folklore ou par ces temps, dit-on, ces temps de fièvre, de remaniement ministériel, il faut montrer que chacun travaille? Non, je refuse de voir les choses dans ce sens. Je pense qu'on est d'abord avant tous des bantous et devant le moindre mort, il faut d'abord s'incliner. Tout à fait. Qui qu'on soit. Donc il faut s'incliner devant la mémoire de ces victimes innocentes qui n'ont pas choisi d'être là-bas au moment précis, qui sont morts. Donc il est humainement compréhensible que les gens normalement constitués décident de s'incliner devant cela et ils sont allés plus loin en essayant de faire une sorte de rite pour purifier le site. Donc ça me semblait important qu'en tant que Bantou, que cette démarche soit prise par nos autorités. Sauf qu'à la vérité, le problème a été, à mon sens, n'a pas été adressé comme il se devait par le ministre des Transports. Monsieur le CDR, que d'aucuns ont commencé à parler de voyages de nuit, alors qu'à la vérité, on se souvient tous que la catastrophe des écarts, c'était en plein jour, c'était pas pendant la nuit. Il y a plein d'autres accidents. Catastrophe ferroviaire. Ferroviaire, c'était en pleine journée. Il y a plein d'autres accidents comme ça aussi gravissimes qui ont eu lieu en journée. Surtout sur l'axe Douala-Yaoundé. Et donc ce n'est pas forcément avec ce type de drame n'est pas lié au contexte du voyage. Non, pas du tout. Et aujourd'hui, je pense qu'on dilute le véritable problème. Parce que voyez-vous, il se trouve qu'on a quand même vu un camion qui était escorté par la fois un agent de la douane et un gendarme et qui est passé par tous les postes de contrôle. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est de commencer d'abord par identifier tous ceux qui ont travaillé ce jour-là, tous les postes de contrôle, parce qu'il faut qu'on ratisse large. Tous sont fautifs et coupables. Parce que et les gendarmes et les doyens qui accompagnaient ce jour-là sont coupables, même ceux qui ont laissé passer. Tous ceux qui ont travaillé cette nuit-là doivent être tous interpellés pour que vraiment pour établir les responsabilités et que on ne s'acharne pas forcément sur une agence de voyage. Et puis l'autre chose qui n'a pas été dite, à mon sens, avec suffisamment d'emphase par le ministre des Transports, c'est qu'à la vérité, il est très peu fait cas
de la qualité des voitures qui circulent en termes de visite technique. Il y a beaucoup de voitures qui circulent sur nos axes routiers sans visite technique. Même ici à Douala, sans visite technique. Je pense qu'il faudrait qu'on soit plus sévère. Parce que je pense que certains véhicules ont des visites techniques, mais quand vous regardez l'état du véhicule, vous vous posez la question comment a-t-il fait pour... Comment a-t-il fait? Des fois, vous demandez, vous voyez un taxi circuler, vous avez même peur d'entrer dans ce taxi, mais vous voyez circuler à longueur de journée dans la ville et ça ne dit rien. On devrait peut-être commencer à exiger tout véhicule qu'on interpelle, qu'on intercepte en pleine circulation ou un quart de transport, dont la visite technique est parfois questionnable, doit être rapidement, tout de suite mis de côté et interdit de rouler. Donc il y a des sanctions comme ça, de manière graduelle, qu'on pouvait prendre sans forcément, j'allais dire... faire une fixation sur les agences de transport. Sur le fait qu'il faille suspendre les voyages de nuit ne règle aucun problème. Et encore que ces agences, même quand elles sont suspendues, reviennent plus tard sur un autre nom et recommencent à circuler. Camille Nélé, face à ce qui s'est passé, il y a une enquête qui est ouverte sur le carburant de la mort. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour que, par les autorités évidemment, le ministère des Transports et toutes les autorités, pour que après cette catastrophe, qu'après cette hécatombe de la falaise, qu'il n'y ait plus d'autres? Jean-Paul Chounet, vous parlez bien du ministère des Transports, pas du ministre des Transports. Parce que le ministère des Transports a des missions. Et le ministère des Transports... Et c'est le ministre des Transports qui les entérine. Je suis donc en train de dire que le ministre des Transports fait ce qui est humainement possible. Regardez par exemple, la dernière prouesse en date, c'est que hier, il y a des véhicules du ministère des Transports qui sont allés dégager les épaves et du bus et du Dans tous les cas, ça n'allait pas rester là, Camille. Et c'est pour ça que je dis que le Messager est le seul journal qui en a parlé ce matin. Bon, peut-être parce que c'est arrivé hier, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on retienne du discours de la présence du ministre des Transports de il y a aussi le MINAT, il y a eu le MINAT, le MINDU. Mais je dis que ce que les gens retiennent, c'est surtout... Il y a les députés de l'Ouest. La descente, les députés et les sénateurs. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on retienne des voyages de nuit. Parce que c'est curieux. Les statistiques nationales établissent que la plupart des accidents, c'est la nuit. C'est pas forcément à l'Ouest, mais c'est la nuit. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on fasse le procès du ministre en disant qu'il a dit qu'il voudrait interdire les voyages de nuit. Le problème des voyages de nuit, c'est que pendant les voyages de nuit, il y a des bus qui voyagent la nuit, le chauffeur est fatigué, le chauffeur est mal payé, le chauffeur est à la recherche de la performance, parce qu'on oublie qu'il y a des bus qui font le bus taxi. C'est-à-dire qu'ils prennent quelqu'un là, ils le déposent un kilomètre de bleu, il est fatigué lui-même avant d'arriver à destination. Et maintenant, les surcharges. Vous avez vu que dans ce bus avait une contenance de 70 places, il y avait 83 bords. Ça veut dire que vous pensez que le ministre des Transports doit être là au moment où il embarque? Le ministre des Transports est là pour regarder maintenant le camion qui arrive en face, qui transporte du carburant folâté. Parce que est-ce que c'est toujours la responsabilité du ministre des Transports, quelqu'un qui transporte un carburant dangereux comme celui-là? Une enquête est ouverte aujourd'hui et je suis content que le journal Le Jour en ait parlé et soit lancé sur ça. C'est là où les forces de défense, les responsables des forces de défense et de sécurité sont interpellés. Elles sont interpellées pas seulement pour rechercher la piste, mais pour dire à qui appartenait même ce carburant, d'où partit-il, où allait-il et depuis combien de temps voyage-t-il comme ça? Et certainement, pour histoire de faire comprendre. Qui a commis ces deux hommes en tenue? Comment même ces deux hommes en tenue? Vous savez, quand je parle des hommes en tenue, Guy avait dit quelque chose de pertinent, que tous les postes de contrôle ce soir-là devraient être interpellés, oui, mais seulement les deux individus ils ont bien joué. Habillés en gendarmes et en policiers. Qui vous dit que c'était des gendarmes et des douaniers? Qui vous dit ça? Ils pouvaient porter cette tenue-là. Donc ça aussi, c'est une autre piste. Mais ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que la catastrophe de Sancho interpelle tout le monde. Elle interpelle des propriétaires, parce que dans cette rencontre qui s'est tenue à la région, à Bafoussam, il y avait les propriétaires de bus qui ont fait leur propre autopsie, qui ont effectivement reconnu qu'il y en a certains parmi eux qui ne payent même pas convenablement. Mais c'est vieux, Camille, c'est vieux depuis. Mais ils l'ont dit aujourd'hui, ils l'ont reconnu. On l'a dit. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que ça ne se reproduise? Vous allez forcer un opérateur économique à payer les gens comme vous voulez. Donc maintenant, c'est un problème. C'est pas le seul motif de ces accidents. C'est un problème de conscience. Moi, je dis que tous ces problèmes ont été débattus de manière collégiale avec les députés, avec les sénateurs, avec les autorités administratives, avec même les syndicalistes. Ce n'est pas le ministre qui a dit, mais c'est tout le monde qui s'est mis d'accord et qui est arrivé à la conclusion que cette catastrophe-là, elle a un certain nombre de responsabilités.
périphérique directe et indirecte, mais seulement qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous savez, vous n'ignorez pas que la plus grande, la cause directe, immédiate de cet accident, c'est la buée sur la falaise qui s'abat sur la falaise de 17h à 5h du matin. Non, je voulais rassurer le doyen pour dire que nous ne faisons pas le procès du ministre, mais nous disons simplement que le ministre ne doit pas continuer à nous proposer des solutions cosmétiques, mais de véritables solutions. Il n'a pas proposé de solutions. Il y a des choses concrètes. Il y a des choses qui ont été... Je réponds à la question de Jean-Paul qui ont été disséquées. Il faut dire qu'il y a des choses concrètes. Ça fait longtemps. Ce qu'ils ont dit à l'heure n'est pas nouveau. On n'a pas depuis 20 ans. Ce n'est pas nouveau ce qu'ils disent aujourd'hui. De manière concrète, par exemple. Qu'est-ce qui est possible? Oui, je vais une solution concrète. Aujourd'hui, on sait très bien que la plupart de ces chauffeurs, comme le doyen l'a dit, sont à la chasse à la performance et à la prime. Il est possible qu'on poste des gens, c'est pas ce qu'ils font en général sur la route. C'est-à-dire que si un chauffeur ne peut pas faire plus de 2 voyages, devant vous y tentez, puisque quand le chauffeur est interpellé, on prend son permis, on voit qui il est. Si on constate par exemple, voilà une solution facile. Si vous avez fait plus de 2 voyages, si on va au 3e voyage, on gare le bus. Vous descendez. Voilà des choses concrètes qui sont faisables. C'est possible. Le contrôle de Dieu ne dure pas toute une journée. Non, ils se parlent. Je pense que aujourd'hui tout est c'est traçable. On peut savoir que celui-là a fait 2 voyages. Au 3e voyage, on le stoppe, il ne continue pas. Camille a indiqué quelque chose qui me semble important. Il y a la visite technique. Qui me semble important. Il faut un minimum de rigueur. Est-ce que le fait que Kabine dit que ces chauffeurs ne sont pas payés n'indique pas qu'effectivement le gouvernement a pratiquement abandonné l'employeur et l'employé d'aller négocier et du coup on peut faire ce qu'on veut même si c'est au péril de... C'est une vérité de la parler, ça fait... Est-ce que le gouvernement n'a pas un rôle à jouer? Mais on a un État qui a démissionné depuis très longtemps de ses missions régaliennes. Le citoyen est abandonné à lui-même. C'est pour ça que le Cameroun est habitué à se débrouiller comme il peut pour s'en sortir. C'est dans notre ADN. Le citoyen est abandonné. On aurait pu réguler. J'ai du mal à laisser dire que le gouvernement... On peut réguler ce secteur. On peut réguler. Il achète ses autobus. On peut réguler. Il vous embauche. Il vous dit, je vous paye 20 000. Je vous paye tant. Et un chauffeur doit faire 10 voyages par jour. On le laisse faire. 10 voyages par jour. Apprendre ou à laisser. C'est en deçà, même en deçà du SMIC. Attendez, je vous paye tant. Même en deçà du SMIC. Je dis, mais attendez, c'est un accord entre l'employé et l'employé. Et l'État n'a pas le droit de regarder dessus. Il va faire comment? De réguler. L'État doit réguler. Vous allez. Imaginez, je peux faire 5 voyages par jour. L'opérateur que vous dites. Et on laisse faire. Donc, tu es un peu dans mon place. 5 faire. 5 voyages par jour et on laisse faire. Il est fatigué, il est non. Les entreprises camerounaises qui payent les employés, c'est tout à fait normal. Le gouvernement ne doit pas faire finalement les inspections de travail et tout. C'est pour ça que quand il y a des contentieux au niveau de l'inspection du travail, vous voyez même ces grands patrons, ils sortent même de l'argent pour soudoyer, pour que l'employé n'en... Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui ne fera pas bien son travail. C'est pour cela qu'au départ, l'opérateur économique, quand il voit que vous êtes en train de vouloir lui mettre l'accord de coût, vous le tenez au collet pour l'obliger à respecter un certain nombre de préalables absolument normaux, il va dire que c'est quoi? Et si l'État frappait réellement du poing sur la table, Camille? Quand l'État a frappé une société dont je ne cite pas le nom, après une hécatombe, vous savez ce qui s'est passé? C'est les syndicats qui se sont levés pour dire que vous empêchez cette société, des pères de famille, de travailler. En fermant cette société, il y a des gens qui se retrouvent dans la rue. L'État a cédé alors? Mais attendez, mais face à un argument comme celui-là, vous faites quoi? L'État cède. Je pose la question, vous faites quoi, vous, Jean-Paul Chouinette, ministre? Oui, moi je ne peux pas céder. Bon, vous ne cédez pas. Oui, je ne cède pas. C'est pour ça que je suis en train de dire. C'est facile de dire aux autres, faites ceci, faites cela, mais dans une situation comme celle-là, il n'appartient pas au ministre des Transports d'aller négocier jusqu'au contrat des salaires des chauffeurs. Les chauffeurs ça ne se résume pas au ministère. Il y a le ministère du Travail, la Sécurité sociale. Vous aurez même beau payer normalement ces chauffeurs. Qu'est-ce qui va se passer? Le chauffeur, ça ne va pas empêcher le chauffeur de trouver le système d'embarquer plus de personnes que ce qu'il y a dans traverser les contrôles de police sans être interpellé aussi. Et les contrôles de police, c'est pas le ministère des Transports. C'est le secrétariat d'État à la défense, la délégation générale de la Sûreté nationale. Donc il y a beaucoup de chaînes de responsabilité. Vous avez remarqué comme moi, une phrase, vous avez remarqué comme moi et ceux qui nous regardent avec que le doyen Caminel semble nous dire que nous sommes dans un no man's land où chacun peut faire ce qu'il veut et on ne peut rien réguler. Vous voyez que les gens vont retenir. Je crois qu'on est dans un État normal dirigé et gouverné. L'État doit les gens vont retenir. Chacun peut faire ce qu'il veut au Cameroun. On va sortir. C'est ça que ça veut dire en fait. Camille, cette défaite des Lions indomptables à prime
en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations. Mais les Camerounais se sont réveillés avec la gueule de bois ce matin. Vous avez entendu Guy Fongan dire. C'est ça qui caractérise Guy Fongan. Il est arrivé, c'est avec une gueule de bois. Cette gueule de bois, il faut d'abord commencer par comprendre que ces jeunes-là qui ne payent pas de mine. Ils sont encouragés. Ils sont encouragés, disons que encouragés parce que déjà dans un pays où il n'y a pas de championnat. Et il n'y a pas de championnat, pourquoi? À cause d'une fédération qui est désarticulée, à cause d'une ligue professionnelle elle-même qui a le couteau entre les dents. C'est-à-dire qu'on a des responsables qui ont le couteau entre les dents pour des intérêts personnels. Le championnat n'existe pas. Comment voulez-vous construire une équipe de championnat pour aller disputer et battre le tenant du titre? Et au Maroc, le foot est professionnalisé. Il y a des gars sur le terrain là, qui gagnent 2-3 millions. Ils ont pas de la RDC. C'est la preuve qu'on ne touche pas à la performance. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on se professionnalise et que il faut d'abord le normal sérieux. Cher monsieur Gervais Fongan, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Mesdames, messieurs, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 de Zénith qui démarre dans quelques instants. Non, pour